le truc, hein. Maurice Koulibaly, bonjour chez vous à Bamako en ce dimanche 14 mai 2023. Comment allez-vous? Je vais très bien, Ousseynou. Bonjour à vous aussi à Dakar. Très content de savoir que vous allez bien. De ce côté-ci aussi, ça se passe bien. On n'a pas de raison de trop se plaindre. Le climat est plus clément qu'à Bamako. Alors, pour cette émission Tout à Trac, nous avons chacun quatre sujets. Le premier sur lequel vous vouliez intervenir, c'est Macron, alias Jupiter, le président français qui se croit peut-être sorti de la cuisse du même nom et qui vient de décider de manière très, j'allais dire, souveraine, que la France devait se réindustrialiser et ne plus exporter ses emplois en Asie pour des questions de prix et de coûts de revient plus faibles. Qu'en pensez-vous? Complètement. Je pense que vous avez tout à fait raison. Le chiffre, en fait, magique, c'est la création nette d'entreprises, d'usines en France. Il est de 200. Sur la période passée, sur les 10 dernières années précédentes, en France, la création était presque négative. Je pense qu'en fait, on assiste avec cette stratégie de réindustrialisation de la France à un changement de paradigme. Pendant longtemps, le capitalisme néolibéral a fait l'option de produire à bas prix partout où c'était possible et d'augmenter ses profits. La crise de la Covid leur a administré une leçon plutôt sévère, puisque même les masques étaient difficiles à trouver à un moment donné. Les respirateurs artificiels, c'était la même chose. Il y a donc une prise de conscience et de cette leçon apprise, je crois qu'est née cette stratégie de réindustrialisation. Et c'est tout ce qu'on leur souhaite, c'est une très bonne chose, je crois. Nous devrions nous Oui, en inspirer. oui, mais de ce point de vue-là, est-ce que la France de Macron ne risque pas de se mettre un peu au banc de la communauté commerciale internationale parce que ce sont quand même là des postures un peu, j'allais dire, de protectionnisme? Complètement, mais je pense que les États-Unis ont fait le même choix en rapatriant un certain nombre d'activités, en négociant de façon très dure avec certains de leurs anciens fournisseurs, comme la Chine. On a vu le bras de fer que Trump a mené avec la Chine, en alourdissant les conditions, en menaçant de taxer les produits chinois de manière très forte quand ils entraient euh, aux États-Unis s'ils n'étaient pas produits à partir des États-Unis. Donc il y a effectivement ce changement de paradigme, je pense, qui est un mouvement, une lame de fond qui va de toute façon atteindre tout le monde. Eh bien, écoutez, je pense que ça nous donne une bonne leçon pour nous, pays en voie de développement, qui est qu'on ne doit pas être dans le cosmopolitisme débridé, mais que nous aurions intérêt à produire ce que nous consommons et à consommer ce que nous produisons. Et de ce point de vue-là, pour rester dans le commercial, je voudrais vous parler de Bolloré. Absolument. Oui, alors Bolloré, depuis ces derniers jours, n'est plus un nom commercial parce que le tycoon, homme d'affaires, milliardaire français, Vincent Bolloré, par ailleurs breton, après avoir vendu Bolloré Africa Logistics, qui regroupait l'ensemble de ses activités portuaires, maritimes et ferroviaires en Afrique, à, comment dirais-je, au groupe italo-suisse MSC, Mediterranean Shipping Company, a, à la suite de cela, vendu il y a quelques jours Bolloré Transport and Logistics, qui regroupait l'ensemble de ses activités portuaires, logistiques et maritimes dans le monde, c'est-à-dire qui était la propriétaire de Bolloré Africa Logistics qu'il avait déjà vendu. Alors, dans cette opération commerciale-là, Bolloré fait une très bonne affaire. Il ramasse quelques milliers de milliards en francs CFA, 5 milliards d'euros pour la vente de Bolloré Transport and Logistics et 3 000 milliards pour la vente de Bolloré Africa Logistics. Et je pense aussi qu'il fait une bonne opération d'un point de vue de marketing parce que le nom Bolloré, avec tous les scandales juridiques et judiciaires auxquels il était lié, n'était plus facile à porter. Donc, je pense aussi que pour ceux à qui il vend
véhicules commerciaux-là, c'est une bonne affaire parce qu'ils achètent des positions commerciales qui sont très efficaces et très rentables. Donc voilà, je voulais dire que c'est la fin de la saga Bolloré qui avait un fort tropisme africain et c'est un peu la fin d'une époque pour ce nom commercial-là qui a été l'incarnation pour beaucoup pendant longtemps de ce qu'on a dénoncé comme étant la France-Afrique. Absolument. Et c'est d'ailleurs, de mon point de vue, hein, c'est intéressant, effectivement, que je me demandais à un moment donné si c'était pas un peu du dépit amoureux. Parce que, bon, la présence de Bolloré en Afrique date de plus longtemps. Je pense que c'est quelqu'un qui était profondément attaché à l'Afrique. Alors, attaché, toute proportion gardée, pour autant qu'un capitaliste soit capable de s'attacher à quelque chose. Je pense que la rentabilité des opérations qu'il y conduisait doivent être pour quelque chose dans cet amour qui date, amour plutôt d'une grande longévité. Mais de mon point de vue, c'est une question aussi de pouvoir. Et vous aviez envie de nous parler aussi de, justement, pour rester sur le secteur français, de Nicolas Sarkozy, l'ancien président français. Oui, Nicolas Sarkozy, qui n'en a pas fini avec ses déboires judiciaires. On sait qu'il a été le premier président, ex-président français condamné par la justice dans l'affaire dite des écoutes, où il s'était fait passer pour un certain Paul Bismuth. Eh bien, Sarkozy vient d'être indexé par le parquet financier de Paris, qui a décidé de l'amener en cour de justice et de le juger pour l'affaire dite du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Puisque, comme vous savez, avec notamment un certain homme d'affaires libanais, il est question d'affirmer que Nicolas Sarkozy, comme l'a soutenu le fils de feu Kadhafi, Saïf al-Islam, a vu sa campagne présidentielle de 2007 financée par des pétrodollars libyens, ce qui est bien sûr illégal. Donc, je voulais en dire que c'est une, un événement assez ironique parce que Nicolas Sarkozy se trouve là, rattrapé par le fantôme de Muammar el-Kadhafi, qu'il a été traqué dans les tréfonds de la Libye, à Sirte, et qu'il a fait, utilisons le mot, assassiné par les forces françaises en 2011. Eh bien, je pense que depuis sa tombe, Muammar Kadhafi, tombe inconnue, eh bien, est en train de poursuivre Nicolas Sarkozy comme l'œil de Caïn depuis la tombe. Voilà, donc ce n'est que justice, je pense, pour quelqu'un, Muammar Kadhafi, qui a été un grand Africain et qui peut-être a effectivement géré son pays d'une main de fer, un peu autocratique d'ailleurs, mais est-ce que les pays finalement n'ont que les dirigeants qu'ils méritent? Je le pense profondément. Et quand on voit le chaos qui a cédé la place au régime de Kadhafi, on n'a pas gagné au change. Donc voilà, Nicolas Sarkozy ira répondre devant la justice française de ce financement libyen occulte de sa campagne présidentielle de 2007. J'avais envie de dire karma is a bitch pour parler comme les Américains de manière triviale, mais effectivement, je vois qu'il est là rattrapé par le karma. Et pour moi, c'est aussi cette question aussi de la gestion du pouvoir politique. Et pour moi, c'est la transition toute trouvée. Gestion autoritaire, puisqu'on considère que Kadhafi était autoritaire, Nicolas Sarkozy ne l'était pas moins. Il ne l'était pas moins, mais il était dans un système qui n'autorisait pas les mêmes travers, qui n'autorisait pas la même liberté, mais qui était quand même un système très profondément présidentiel. Et donc, pour moi, c'est la transition toute trouvée pour parler, pour revenir un peu dans nos pénates, un peu au Sénégal, avec le président de la République qui a appelé au dialogue politique Oui, depuis. Macky Sall a appelé au dialogue à plusieurs reprises son opposition et cette fois-ci, on dirait que ça a mordu. Une date est maintenant connue et de ce point de vue-là, on peut se poser la question de savoir si ce dialogue ne fissure pas la coalition d'opposition Yewwi. Clairement, je pense que ce dialogue aura au moins réussi, aura atteint deux résultats, deux objectifs.
Je ne sais pas si c'était des objectifs conscients de la part du président de la République. Le premier, c'était évidemment de parler avec son opposition à quelques encablures des élections présidentielles, dans un contexte de surchauffe du Front social et dans un contexte aussi de radicalisation de l'opposition. Et dans ce contexte-là, il fallait effectivement ouvrir un peu le couvercle sur la marmite pour laisser s'échapper la pression. Mais ça a eu une conséquence incidente, cet appel, puisque le front de Yewwi, en tout cas l'opposition la plus significative, Yewwi et Wallu, se retrouve finalement à couteau tiré. Au sein de Yewwi même, il y en a qui ont décidé d'y aller et de répondre. On a vu la passe d'armes qui a existé entre le maire de la ville de Dakar, Barthélémy Diaz, et Ousmane Sonko, qui se sont affrontés Qui sont supposés être des alliés. et qui sont des alliés, qui sont partis ensemble aux élections et locales et législatives sous une bannière commune, et qui ont même, semble-t-il, des affinités personnelles très fortes. Et de ce point de vue-là, la passe d'armes qu'il y a eu par live interposé et par médias interposés n'augure pas tout ce qui va se passer par la suite. On a vu aussi que la récente manifestation du F24 a donné l'occasion aux militants de Ousmane Sonko et de la coalition Yewwi Askanui de huer finalement ceux de Yewwi en fait qui avaient décidé de répondre à l'appel du président de la République. Il faut En savoir que l'occurrence, Khalifa Sall. en l'occurrence Khalifa Sall. Alors la date est retenue, ce sera le 28 mai, le lancement du dialogue politique. Tout ce que nous pouvons souhaiter en tout cas, c'est que ce soit un moment qui facilite la participation en fait de tous les acteurs politiques aux prochaines joutes électorales qui se préparent pour 2024. J'adhère effectivement à votre analyse et ce que je voudrais dire, c'est que ce dialogue-là, maintenant qu'il a pris et qu'il va se tenir, a cristallisé une ligne de fracture qui existe entre ce que j'appelle les partis de gouvernement, que ces partis-là soient au pouvoir ou qu'ils soient dans l'opposition. Il y a ce qu'on appelle des partis de gouvernement qui se considèrent comme devant être aux affaires et ne devant pas être loin de la gestion de la chose publique. Et il y a ce que j'appelle, à côté de ces partis-là qu'on peut qualifier de responsables, entre guillemets, il y a des partis qui sont plutôt dans l'irresponsabilité parce que en appelant à la révolution et au grand soir, qui sont, eux, d'une certaine opposition radicale. C'est un décalque de ce qu'on retrouve dans une démocratie dont on s'inspire beaucoup, qui est la démocratie française héritée de la Ve République créée en 1958 par le président Charles de Gaulle. Eh bien, ici au Sénégal, on a, même s'ils sont dans l'opposition, des partis qui sont de gouvernement et nous avons des partis qui sont de l'opposition radicale. Et cette ligne de fracture-là sera de plus en plus visible et cristallisée. On verra à quoi ça nous mènera en direction de la présidentielle du 25 février 2024. Mais je pense aussi que cette ligne de fracture-là augure aussi des reports de voix potentiels en cas de second tour qui pourrait se profiler de plus en plus pour cette présidentielle de 2024. Mais vous parlez de dialogue, j'en parle également, Maurice. De ce point de vue-là, vous dites que Idrissa Seck, qui a d'ores et déjà annoncé qu'il ira à ce dialogue-là, ne lâche rien, comme on a pu le voir lors de sa conférence de presse tenue avec les différents médias du groupe E-Media Invest. Absolument. C'est toute la rédaction de Immédiat, en fait, qui a accueilli le ci-devant président du CES, du Conseil économique, social et environnemental, et Ex-président. ex-président, ci-devant président donc, du Conseil économique, social et environnemental, et qui a pendant 2 heures la cuisiné. Ça s'est passé dans une ambiance au départ plutôt bon enfant, avant de voir le président Idrissa Seck sortir de ses gonds. C'était quelque chose d'assez rare. L'homme a une culture et une tradition de sérénité, de froideur, il est réputé être calculateur. Et là, pour le coup, c'est une question sur le président Abdoulaye Wade qui manifestement l'aurait fait sortir de ses gonds après une allusion un peu mal posée sur l'origine de sa fortune. Alors évidemment, tout ça intervient dans un contexte où Idrissa Seck ne lâche rien,
semble ne pas vouloir attaquer Macky Sall et fait grand cas du rôle que Abdoulaye Wade a joué dans sa carrière politique et dans ses déboires. Il semble très amer. J'ai vu un homme amer et il me semble que cette amertume est difficilement compatible avec l'exercice des hautes responsabilités auxquelles il aspire et c'est un peu dommage. Mais Idrissa est de retour dans le jeu et la bipolarisation de la vie politique à laquelle nous avions assisté dans les mois qui ont précédé ce moment est définitivement derrière nous. Alors, j'adhère à ce que vous dites par rapport à la bipolarisation qui a été cassée. Il y a maintenant une triangulaire entre le président Macky qui sans doute va se représenter, ce que je trouve en tout cas normal du point de vue de ce que préconise la Constitution votée en 2016 qui stipule que le mandat de 2012 ne fait pas partie du décompte dans lequel on dit que nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Triangulation donc entre Macky Sall, futur candidat très probable, entre Ousmane Sonko, possiblement candidat parce que pour ces différents procès, il ira, c'est certain, en cassation et jusqu'au bout du bout, et Idrissa Seck. En revanche, là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est quand vous jugez que, ayant perdu le contrôle un peu de son calme légendaire et de sa parole complice et bon enfant, Idrissa Seck aurait fait une possible faute. Je pense plutôt que en sermonnant la rédaction de Immedia Invest et par ricochet aussi en rappelant qu'il a sermonné Abdoulaye Wade quand celui-ci a appelé les jeunes à manifester contre à se dresser contre les forces de l'ordre, eh bien, je pense que Idrissa Seck était un peu dans une posture de père fouettard et de père de la nation dont, consciemment ou inconsciemment, nous, les électeurs, sommes en attente. Donc, mais bon, là, c'est un jugement dont vous pourrez me dire qu'il vaut ce qu'il vaut, mais je pense qu'il n'a pas été dans le mauvais rôle et il n'est pas perdant au change dans la posture un peu de colère qu'il a pu avoir dans cette conférence de presse-là. Tout à fait. Mais peut-être Alors, voulez-vous rétorquer quelque chose à cela? non, plutôt vous, parce que je sais que vous vouliez parler de la question de Wakam, enfin des quartiers en tout cas traditionnels, et il se trouve qu'il est intervenu dessus, et donc je voulais donc savoir un peu, alors quel est votre point de vue déjà sur la gestion finalement des quartiers traditionnels au sein de Dakar? Oui, Dakar a été créé officiellement en 1857, mais on sait que Dakar, comme lieu des villages lébous, existait bien avant 1857. Eh bien, aujourd'hui, il y a une équation compliquée de ces villages lébous-là au sein de Dakar. Les pench de la Médina ont fini d'être engloutis, même s'il reste quelques concessions pittoresques avec des toits de paille et des cases dans ce village, entre guillemets, de la Médina ou dans celui de Rebus. Mais Yoff, Wakam, Cambérène, eh bien, ces villages léboulas sont grignotés de plus en plus par la gentrification de la ville de Dakar où les gens font de l'acquisition de terrain à des sommes très importantes et construisent des maisons bourgeoises. Ces villages-là ne peuvent pas résister à cette extension-là de la ville de plus en plus sur l'emprise de leur village. Et je crois que ce qu'a montré l'épisode de Ngor avec les manifestations des populations qui ont entraîné des morts d'hommes quand il y a eu intervention des forces de l'ordre là, montre que de plus en plus, on sera dans une situation très conflictuelle entre ces villages-là qui veulent garder leur côté traditionnel et Dakar qui avance de plus en plus comme capitale moderne avec des gens qui viennent d'ailleurs, mais qui, avec le pouvoir de l'argent, acquièrent les terrains aussi bien dans les villages traditionnels de Wakam, Cambérène, Yoff, Rebus, La Médina, et ces villages traditionnels-là qui, je crois, ne pourront pas s'opposer encore pendant longtemps, d'autant qu'ils forment un front qui n'est pas uni, puisqu'on sait que la figure tutélaire
des Lébou, qui est le Grand Serigne. Aujourd'hui, on a deux grands Serignes, on n'en a pas qu'un seul. Et donc, on a le Grand Serigne Diop et on a le Grand Serigne Diagne. Et donc, si les villages Lébou ne peuvent pas opposer un front uni au pouvoir central et au reste de la population là, ils ne pourront pas ad vitam aeternam garder leur village traditionnel qui, je crois, dans 20 ans, 30 ans, auront disparu ou auront été réduits à la portion congrue. Eh bien, moi, je voulais vous lancer sur votre dernier sujet. Vous vouliez nous parler non pas de Dakar, mais de Popenguine, où se tient le 28 mai, qui est la date du dialogue politique de Macky Sall, se tient le pèlerinage marial pendant lequel des personnes, des Sénégalais à pied viennent de partout pour se rendre à Popenguine. Eh bien, vous vouliez nous parler des travaux du sanctuaire marial de Popenguine. Qu'en est-il? Alors tout à fait. En même temps que je regrette un peu le choix de cette date, finalement le 28 mai, qui tombe le jour de la Pentecôte, on fonctionne comme si les catholiques finalement étaient un peu mis de côté, ne Je vous seraient pas rejoins. Je partie vous prenante. rejoins. C'est un manque de tact que d'avoir fixé ce dialogue politique à la date de la Pentecôte, je pense. Absolument. Mais je crois aussi que ça doit procéder aussi de un peu, on va un peu vite dans ce type de situation. On regarde sa montre et puis on regarde le calendrier électoral et on a peur de manquer de temps. Mais Peut-être effectivement, que la date du dialogue politique sénégalais pourrait être changée. Elle gagnerait en tout cas à l'être, je pense qu'elle par gagnerait. respect, par respect pour la célébration de la Pentecôte ce dimanche 28 mai. Absolument, absolument. Et donc, par contre, le Popinguine va probablement étrenner ses habits de fête puisque le sanctuaire marial est en train d'être terminé à Popinguine. Les travaux ont été accélérés justement pour en vue de cette échéance. Euh, le, le pèlerinage va donc recevoir pendant 2 jours en fait. Il y a la marche pèlerinage à Popinguine qui est un trajet que les jeunes s'évertuent, et les moins jeunes d'ailleurs, s'évertuent à faire à pied pour rallier le sanctuaire marial de Popinguine. Donc c'est une première activité très fortement spirituelle puisqu'il prie tout le long du chemin en partant du Cap des Biches jusqu'au sanctuaire marial de Popinguine. Mais il y a une deuxième solennité, c'est la grand-messe en fait, qui est la messe du lundi de Pentecôte. Et donc, je pense que les catholiques s'y retrouveront tous. C'est un moment de solennité, mais c'est aussi un moment de retrouvailles, un moment d'unité. Et c'est exactement ce pourquoi nous allons prier. Nous allons prier pour le Sénégal, pour que le Sénégal soit aussi capable de faire cet effort-là de retrouvailles. Voilà. Merci beaucoup. Ben, je vous souhaite une bonne fête de Pentecôte, même si elle n'est que dans 2 semaines. Nous aurons le temps, je pense, dimanche prochain de nous retrouver. Je crois que nous arrivons à la fin de ce numéro 2 de Tout à Tract. Tout à fait. Tout à fait. Et Oui, je voudrais inviter alors remercier ceux qui nous suivent, puisqu'ils sont de plus en plus nombreux sur toutes les plateformes de tract, les médias sociaux, et puis leur demander de s'abonner et puis de ne pas hésiter à repartager, puisque voilà, c'est quelque chose. On essaie de transformer un peu les méthodes de discussion avec et d'échange avec nos lecteurs. le message est lancé. J'invite également les tractonautes, comme je les appelle, à nous suivre de plus en plus et à ne pas manquer de poster leurs commentaires en dessous de cette émission. Nous ne manquerons pas, vous et moi, Maurice, d'y répondre personnellement. Merci, bon dimanche et bonne semaine du lundi 15 mai chez vous. Bon dimanche. Au revoir.